On va passer un petit peu, ouais, on va passer sur ce bout de code pour avoir une idée un peu de comment ça marche Lua, quoi. Donc, alors là, on va charger Gears. Alors, comme j'ai dit, Awesome, c'est un framework. Donc, Gears, c'est un des composants du framework Awesome pour faire ce qu'on fait avec Awesome. Et donc là, on va charger ce module pour avoir accès au service qui rend. Je vais bafouiller un peu. Je pense qu'on trouve sur internet, et enfin, en tout cas moi, dans la façon dont Awesome est installé chez moi, la documentation est disponible en local sur ma machine aussi. Avec voilà, une doc de langage de programmation, une framework comme on en trouve un peu partout, c'est-à-dire les différents modules avec les différentes classes qu'il y a dedans, les différentes méthodes de chaque classe, etc. Ce qui est bien pratique quand on code. Donc on charge Gears qu'on va utiliser un petit peu plus loin. Et là, on définit une fonction try qui va try essayer en français, dont le but va être de charger le fichier de configuration utilisateur, le fichier de configuration qu'on va lui donner en paramètres. Et on va aussi lui donner en paramètre le fichier de configuration par défaut d'Awesome. Et en troisième paramètre, un fichier dans lequel écrire les erreurs s'il y a des erreurs. Et donc ce petit morceau de code va permettre justement de charger la configuration de l'utilisateur, donc notre configuration, et s'il y a une erreur, s'il y a un problème, d'écrire le message d'erreur dans le fichier. Donc ici ce sera dans le home, il va s'appeler awesome.r comme erreur. Et donc s'il y a... personnellement j'ai dit j'utilise très rarement Zephyr, mais j'utilise pas mal ce mécanisme-là et ce fichier d'erreur qui permet, s'il y a une erreur dans ma conf, que j'ai fait une faute de frappe quelque part ou qu'il y a un truc qui marche pas comme je pensais qu'il marchait, d'avoir dans ce fichier d'erreur à quel endroit, quelle ligne, il y a telle erreur à telle ligne de la conf et d'essayer après de débugger le code comme on débug le code en général, quoi. Et donc voilà. Alors là, j'ai pas remis les commandes Git pour committer tout ça. On peut le faire éventuellement. On va le faire. Donc là, ce serait git add config.lua et pareil, git commit. Alors SAM. S, c'est une option de Git pour signer le code qui va permettre de certifier que c'est moi qui l'ai commité, quoi. Après, c'est plus mes doigts qui tapent les configurations que vraiment consciemment, quoi. A, c'est pour commiter tous les fichiers qui ont été modifiés, et M parce qu'on va passer un message de commit derrière. Qu'on va... Hop, voilà, alors. Et A, c'est pour committer tout ce qui a été modifié et tout quoi. Pour pas lui dire de committer un fichier précis. Tu commites tout ce que tu peux committer. Et puis, gestion. Alors, voilà. Et puis après, un git push éventuellement si on est en... Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait ça, alors là, j'ai pas détaillé du tout dans la présentation, mais une fois qu'on a fait ça, alors là, c'était plus une présentation de qu'est-ce que si moi je me retrouve face à une configuration Awesome de base, qu'est-ce que je vais faire pour revenir à ma conf personnelle, quoi. On peut peut-être sans doute ouvrir la conf à côté. Hop.
ce que je tape, c'est un peu compliqué. Croise les doigts. Ou pas. Je vais ramener la fenêtre là, histoire de voir. Ouais, j'ai tapé n'importe quoi. Hop. Ok. C'est tout petit. Donc ça, c'est le fichier de conf de somme de base. Il est assez long. Et bah pareil, c'est du Lua, quoi. Bon, après, à force, je le connais un petit peu. Mais bon, il est assez long. On peut passer peut-être très rapidement. Donc là, il y a le chargement de toutes les librairies, c'est pas très très intéressant. Il y a un autre niveau de gestion des erreurs, plus alors celle qu'on a fait tout à l'heure, celle que j'ai rajoutée moi, c'était pour gérer les erreurs au démarrage. Là, c'est les erreurs qui peuvent arriver pendant que l'utilise en fait. Ou ouais, d'ailleurs, tu dis démarrage, il y a marqué startup, mais mais bon, voilà. Mais ouais, j'ai souvent, enfin j'ai des fois vu ça où on se retrouve avec une grosse notification rouge quand il y a quelque chose qui ne devrait pas arriver, qui arrive. Où j'ai plus vu ce genre d'erreur à l'utilisation, quoi. Je sais plus exactement dans quel contexte, mais voilà. Donc ça, c'est les gestions des erreurs. Après, on va définir quelques variables. Alors dans Awesome, il y a des thèmes qui sont en Lua aussi. Et donc Awesome est livré avec de mémoire, je sais plus combien, 3, 4, 5 thèmes, 5 thèmes par défaut qui sont très bien. Après, on trouve, je l'ai mis dans les ressources à la fin, on trouve à 2-3 endroits sur Reddit, dans Unixporn, où j'ai trouvé, il y a un issue GitHub où les gens peuvent poster leur screenshot et leur configuration. J'ai trouvé ça drôle que ce soit un issue GitHub dédié à ça. Ou dans différents coins des internets, on trouve des configs et des thèmes que les gens partagent, qu'ils ont fait. J'étais en train de me demander si j'avais un thème perso, ou si j'utilisais un thème par défaut. Je crois que j'utilise un thème par défaut avec deux trois adaptations ensuite. Je pense qu'on peut passer très très rapidement. On va pas faire les modifs en direct, mais par contre pour chaque item qu'il y a dans la liste, voir à quel endroit ça se situe et un petit peu comment faire la modif et qu'est-ce que ça veut dire en fait. Qu'est-ce que c'est, et d'ailleurs même des trucs qui sont pas dans la liste que j'ai mis à gauche. Par exemple, il y a dans la conf par défaut, ils ont choisi de définir un terminal et un éditeur qui seront utilisés dans la suite de la conf pour quand on veut ouvrir un terminal ou quand on veut, je crois que quelque part dans un menu d'Awesome, parce qu'il y a aussi des menus, il doit y avoir un truc que j'utilise jamais, mais qui permet d'éditer sa configuration à partir du menu. Et donc il va prendre ça. Un truc que j'ai mis dans la liste à gauche, alors moi j'ai mis $mod, mais là il l'appelle modkey visiblement. C'est telle que la configuration est écrite par la suite, ça va être je sais pas comment le dire, la racine des raccourcis, quoi. Et ils ont choisi mode 4. Alors mode 4, c'est un petit peu du jargon des méandres de Xorg, mais c'est ce qu'on appelle la touche Windows. Et donc là, les raccourcis qu'ils ont choisis vont
tous ou quasiment tous être composés de Windows avec quelque chose d'autre, quoi. Avec, on verra un peu plus loin dans les raccourcis. On peut combiner Windows avec CTRL, Alt, chiffre et une lettre et on peut faire des raccourcis très compliqués comme ça. Mais bon, de mémoire, c'était un truc que je modifiais, mais bon, voilà. Alors, j'ai pas fait la liste à gauche dans le même ordre de ce qu'il y a à droite, mais voilà. Alors on en parlait tout à l'heure dans le fait que Awesome aujourd'hui, par défaut, tous les bureaux virtuels sont dans une configuration de fenêtre flottante, qui est le premier. Alors dans Awesome, ça s'appelle les layouts. C'est comme ça qu'ils appellent la façon de gérer les fenêtres. Et là, on peut voir toute la liste des layouts possibles et imaginables par défaut dans Awesome. Et donc le premier qui s'appelle Floating est celui qui est utilisé par défaut dans toute la conf. Tu les charges tous en fait du coup? Il les charge tous, ouais. Il les charge tous parce qu'il y a un raccourci qui permet de switcher. Ouais, d'ailleurs. Enfin, ouais. Parce que tu défiles en fait. Tu défiles et puis tu reviens au début. Okay. Oui, c'est pas... Mais bon, je pense que c'est pas... C'est l'ordre qui compte en fait finalement quand tu... Ouais, non, pour se raccourcir, c'est l'ordre qui compte. Après, on verra. Personnellement, je crois que partout, quasiment partout, dans ma conf à moi, j'ai soit du tile ici, soit du max. Alors tile, c'est le mode de fonctionnement par tiling que j'ai montré rapidement tout à l'heure en mettant un terminal et puis un deuxième et puis il adapte. Et max, c'est toutes les fenêtres sont en plein écran. Et puis après on peut basculer entre les fenêtres. Dans la conf par défaut, c'est Windows Tab. Dans ma conf à moi, c'est Alt Tab. et voilà. Et donc après, comme je disais, on a... on peut s'amuser à explorer les différents autres layouts qui existent à l'époque. Au tout début où j'utilisais Awesome, j'avais même, je crois qu'il y a un layout qui doit être là maintenant, mais qui n'existait pas et que j'avais codé, mais dans une version avant que le fichier de conf soit en lieu. Mais je pense qu'on peut encore aujourd'hui, s'amuser à coder son propre layout. Qui ferait je sais pas quoi d'ailleurs, parce que avec tous les layouts qui existent par défaut, il y a déjà un vaste choix. Donc. Mais bon, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Il y en a un qui est rigolo, mais je sais plus comment il s'appelle, peut-être, je sais plus, peut-être Magnifier, où en gros si on a deux fenêtres, c'est dommage, je vois pas ma barre qui est en haut, donc je peux pas savoir quel est le layout. Sinon je pourrais le montrer. Ou sinon il va falloir naviguer, mais si je lance, alors évidemment il le lance ici, et évidemment c'est un des rares programmes qui soit flottant chez moi. Hop, je me suis trompé, voilà. Donc là on est sur un layout qui est en tiling visiblement. Et donc là j'utilise le raccourci qui permet de switcher entre tous les layouts. Là je vais être sur du max et celui-là je sais plus lequel c'est. Enfin en gros il y en a deux qui font à peu près la même chose. Max il va laisser la barre qu'on voit pas ici, mais qui est en gros la barre, je sais pas comment on l'appelle. Dans Awesome ça s'appelle Webox, ouais. D'accord, on la voit dans le... Okay. Ouais. Et il y en a un autre où le plein écran couvre la barre elle-même, quoi. Et voilà, et c'est celui-là que je voulais montrer, où en gros on a une fenêtre en arrière-plan derrière et la fenêtre active et en avant-plan devant un peu plus petit. Je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, il fait ça.
donc après, bon, on a tous ces autres layouts divers et variés avec lesquels on peut s'amuser. C'est ce que j'avais mis... non, c'est pas ce que j'avais mis ici. Dans Awesome, si on veut, on a un menu. J'avoue que le menu, je le laisse tel qu'il est. Par défaut, Awesome va pas s'occuper d'aller chercher les applications qui sont installées sur le système et avoir un menu dynamique par rapport à ça. Après, on a des outils qui permettent de générer un truc comme ça qu'on va charger par ailleurs pour avoir un menu. Alors, il faut lancer l'outil à la main pour mettre à jour le menu, mais ça permet d'avoir un menu qui correspond au système sur lequel on est, quoi. My Launcher, c'est une petite icône sur laquelle on clique pour faire apparaître le menu. Et puis après, il y a différents trucs. C'est pas forcément dans l'ordre dans lequel j'aurais voulu en parler, mais là ils ont appelé ça la WeBar. Avant ils appelaient ça WeBox. C'est la barre qui est en haut en fait, qui là dans la conf par défaut et dans la mienne est en haut. Après on peut en avoir une, on peut en avoir deux, on peut les mettre en haut, en bas, sur les côtés. En gros on peut faire ce qu'on veut avec. Et c'est là qu'on va mettre, ce qu'on appelle les widgets en fait. Donc le menu, alors pas le menu mais l'icône lanceur au-dessus, où là on a un widget pour savoir quelle est la map du clavier sur laquelle la map du clavier qui est active si on a l'habitude de switcher entre différents types de claviers, quoi. Et puis après il y a un certain nombre de widgets par défaut pour afficher les tags, avec quel tag est actif, pour afficher quel est le layout actif sur le tag sur lequel on est. Alors je parle des tags, mais j'en ai pas parlé avant, il me semble. C'est ce que j'appelais les bureaux virtuels avant. Qui... Ouais, on va dire que c'est des tags. C'est des... j'appelle ça bureau virtuel parce que dans Fluxbox et dans pas mal de Window Manager, ça s'appelle des bureaux virtuels. Dans le, je sais pas comment le dire, dans le monde des Window Manager historiques Unix et Linux, ça s'appelle bureau virtuel. Après, maintenant, on a différentes manières de le gérer. On peut même charger des librairies. Il y a des gens qui ont fait des librairies Awesome pour gérer les tags différemment des bureaux virtuels tels qu'ils fonctionnent par défaut. Mais en gros l'idée, c'est que ça s'appelle un tag. On va taguer les fenêtres graphiques qui sont ouvertes et il va afficher, quand on affiche un tag, il affiche les fenêtres qui correspondent au tag du tag qu'on a fait. En gros, on a des bureaux virtuels sur lesquels on met des fenêtres. On peut le faire à la main ou on le verra plus tard, on peut définir des règles par application pour exécuter des actions derrière et entre autres les mettre sur un tag en particulier ou pas, quoi. Donc on a alors, moi je le vois pas, donc c'est un peu compliqué de le montrer, mais si c'est correct, en haut à gauche chez moi on a donc la liste des tags avec le tag actif qui est un peu plus foncé. Il y a un petit marqueur sur les tags où il y a des fenêtres qui sont présentes, hein. Ensuite j'ai... Ouais, ok. Je sais plus ce qu'il y a derrière, mais ouais. Tu m'arrêtes à un moment, il faut que tu me dis 10 minutes avant et puis j'accélère, quoi. Et donc, ouais, il y a... Dans ma conf, il y a dans la barre en haut, on a donc les tags, on a le petit bouton launcher que j'ai laissé mais que j'utilise jamais. On a, moi j'ai mis là l'icône qui permet de savoir quel est le layout actif sur le tag sur lequel on est. Ensuite, on a un espace où on va avoir, comme dans une barre des tâches, comme on a l'habitude, on va avoir
je sais pas comment le dire d'ailleurs, comme des boutons qui Des correspondent raccourcis. aux différentes fenêtres qui sont affichées en fait, quoi. Ouais. Parce qu'elles peuvent être affichées ou elles peuvent être minimisées aussi. On pourrait se dire que dans un tiling manager, on voit toujours toutes les fenêtres. Sauf que dans les faits, on peut aussi en cacher certaines si on a envie. Donc on peut en cliquant dessus, on peut les faire réapparaître. Et ensuite, alors chez moi, on a toute une série de widgets qu'on verra plus tard dans la conf. Que j'ai écrit moi-même tous. Et tout à droite, on a quelque chose qui est pas mal dans Awesome, qu'on retrouve pas forcément dans les autres Window Manager basiques. Je sais plus s'il y a ça dans i3 ou pas, mais c'est je sais pas comment on dit en français, le trait. Le tray, là où vont se mettre les icônes du système en fait. Alors dans ma conf, je crois qu'il est que affiché sur mon écran principal, donc je suis même pas sûr qu'on le voit là-haut. Mais en gros, moi j'ai un client Nextcloud qui tourne avec son icône dans la barre des tâches, comme sur Windows en bas à droite ou sur boîte, enfin à peu près partout, on retrouve ce genre de choses, quoi. Et ce qui est pas mal dans Awesome par rapport à DWM ou à d'autres Window Manager minimalistes, c'est qu'il y a au moins ça d'intégrer dans le package de base, quoi. On n'a pas à aller trouver son tray manager, à aller le trouver, chercher quelque part sur internet et à le configurer à part. On peut peut-être dire rapidement, enfin je peux peut-être profiter de ça pour faire une aparté sur... à un moment j'ai eu un problème avec Awesome qui compilait plus chez moi et j'ai basculé sur i3 qui est... je sais pas comment on pourrait dire, qui est vu de loin, qui est un peu un tiling manager concurrent d'Awesome entre guillemets, qui est en vogue en ce moment, à la mode, je dis pas ça de manière péjorative, mais qui est pas mal utilisé, qui est hype, voilà. Et donc à un moment Non, j'en ai encore un peu, mais j'en veux bien. Donc à un moment j'ai passé un petit peu de temps, pas très longtemps, à refaire l'équivalent de ma conf Awesome avec i3. Et la différence entre Awesome et i3, c'est que Awesome, c'est un framework où on fait tout en Lua, où on peut faire tout en Lua. Moi, je fais pas forcément tout en Lua, j'ai 2-3 script shell dans des coins pour faire des trucs, parce que je suis sincèrement plus à l'aise en shell qu'en Lua. un script chain. Shell. Shell, pardon. Ouais. Shell, S-H-E-2-L. Et la différence avec i3, c'est que i3, on fait beaucoup plus appel à des composants externes. On va aller, je sais même plus comment ça s'appelle déjà. Enfin, on va aller chercher sa i3 bar dans un coin qu'on va alimenter avec, je sais plus comment il s'appelle non plus. Enfin, un programme qui va filer des infos à l'i3 bar pour afficher les trucs en haut. Ouais. Puis après la conf d3 est une configuration déclarative où on va qui ressemble pas mal à la conf de Awesome avant la version 3, quoi. Et ouais, ce que je voulais dire, c'est que i3, on est plus dans l'assemblage de différents programmes, même pas forcément liés à i3. Alors que dans Awesome, on est beaucoup plus dans un environnement de développement, un framework dans lequel on va coder ce qu'on veut à l'intérieur, ou aller chercher des librairies qui ont été faites par d'autres, mais qui resteront dans cet environnement-là. On aura peut-être moins tendance à s'appuyer sur des outils externes pour gérer la barre en haut, pour gérer le trait, pour gérer ce genre de choses, quoi.
Fin de la parenthèse. Je sais pas si on va forcément passer sur tous les détails. Là, ce qui est affiché à l'écran, ce qu'on voit, c'est la définition des actions qu'on va pouvoir faire à la souris sur le widget des tags et le widget il s'appelle task list, donc des fenêtres qui sont actives sur le tag courant, quoi. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais en gros, c'est ce qui gère le fait que quand je clique sur le titre, si j'ai plusieurs fenêtres, quand je clique sur le titre de la fenêtre, eh ben, ça va devenir la fenêtre, la fenêtre active, quoi. Ça, c'est quelque chose que tu as défini toi-même Alors là, on est sur, c'est dans la conf par défaut, mais c'est défini, tu vois, c'est défini à ce niveau-là, quoi. C'est ce bout de code qui, alors, Awful, c'est comme Gears qu'on a vu tout à l'heure, c'est une des librairies du framework Lua. Il s'appelle Awful. Bon, ça, ouais, c'est un petit peu fait exprès. Et puis button, ça va être, je sais pas comment le présenter, la fonction ou la méthode qui va permettre d'associer une fonction, un morceau de code à un bouton de la souris avec ou sans modifieur. Donc les modifieurs, c'est la mode key qu'on a vu tout à l'heure, donc CTRL, ALT, SHIFT, touche Windows, puis sur les claviers exotiques, il y en a encore d'autres, mais voilà, quoi. Donc là, et puis après, le shift qui est derrière, c'est le bouton de la souris. Donc là, c'est clic gauche, là, c'est clic droit, et puis là, on a pour gérer la molette, avec la molette, on peut naviguer dans les tags et dans les fenêtres actives du tag en cours, quoi. Ça, c'est l'UA qui définit ça ou... C'est défini, alors ça c'est la conf par défaut, mais c'est défini dans la conf, quoi. Dans la conf. Pas... Il y a des gens qui s'amusent alors moi ma conf elle est basée sur la conf par défaut, mais il y a des gens qui s'amusent à partir de zéro et à réécrire from scratch, quoi. On verra même tout à la fin, il y a des gens qui s'amusent à faire ça dans d'autres langages que l'UA, on va dire des surcouches de l'UA comme TypeScript et JavaScript, quoi. Ouais, voilà. On est à ce niveau-là, mais je suis tombé là-dessus en préparant cette masterclass. Et il y avait des trucs intéressants, mais bon, on verra. Donc ça, voilà, c'est là-dessus. Là, il y a un truc sur le wallpaper que je vais pas expliquer parce que je sais pas ce qu'il fait exactement. Il y a alors dans l'UI, ils appellent ça des signaux. Je sais pas comment le dire, en fait, un truc quelque part envoie un signal et puis on peut avoir un morceau de code qui va réagir à ce signal. Et là, visiblement, c'est un signal en rapport avec le wallpaper. J'avoue que du temps où j'ai écrit ma conf, ce signal ne devait pas encore exister. Et puis dans ma conf, je pourrais le montrer après, j'ai un morceau de code ça fait 3 fois que je tombe sur ce concept sans trouver un mot, mais qui va changer le fond d'écran tous les quarts d'heure, je crois, en fonction des images qui sont dans un dossier. Enfin, bref. Ça, c'est lié à un signal aussi ? Alors, tu utilises ce principe de signal pour faire ça ? De mémoire, je crois pas, non. Ok. Non. Alors là, pareil, je sais pas si c'est la conf qui a changé depuis que je l'ai regardé la dernière fois. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que je sais pas exactement ce que ça fait. Voilà. Ensuite, alors là, on a un morceau de code qui va définir les actions à la souris sur
sur la racine en fait, sur le fond d'écran quand il n'y a aucune fenêtre, quoi, quand on est sur le fond d'écran. Et qui va entre autres, si on fait un clic droit dessus, et bien il va afficher le menu dont j'ai parlé tout à l'heure. Là. Et puis avec la molette, on peut faire défiler les tags. Et là, alors là, on arrive voilà, sur une partie plus intéressante et plus immédiatement customisable pour adapter. C'est la définition de tous les raccourcis clavier en fait. Qui là, pareil, est défini là dans la conf par défaut, mais qui est défini en Lua et qu'on peut programmer. Alors, donc ça, c'est tous les raccourcis clavier qui sont disponibles par défaut. Je crois que normalement, voilà, c'est merveilleux. Il y a un raccourci clavier qui est défini par défaut et qui est très très pratique, qui va afficher une fenêtre qui va décrire tous les raccourcis clavier disponibles, y compris les raccourcis clavier qu'on va rajouter nous-mêmes ensuite. Ils sont organisés, d'ailleurs, comme on est sur ma conf à moi, et on voit les raccourcis, pas ceux qui correspondent à la conf derrière, mais les raccourcis de ma conf à moi. Et donc on voit les raccourcis que j'ai définis moi. Donc là on voit derrière, je pointe avec ma souris, ils sont organisés par un groupe et il y a une petite description. Donc le groupe il est là, c'est groupe, et la description elle est là. Et le raccourci lui-même est défini au-dessus. Et donc le groupe et la description vont servir à construire cette fenêtre d'aide pour se dépatouiller quand on est perdu et qu'on ne sait plus quel raccourci on a mis à quel endroit. Et donc là, on a les raccourcis que j'ai mis moi, et je sais plus, il y en a un peu plus que ça, mais bon, bref. Donc ce raccourci, qui est Windows H dans la conf par défaut et que j'ai gardé tel quel, est bien pratique pour avoir un peu d'aide, quoi. Donc ensuite, l'anatomie d'un raccourci. Donc le raccourci, il se définit un petit peu comme tout à l'heure, donc en utilisant comme tout à l'heure la librairie qui s'appelle Awful, avec cette fois la fonction key de cette librairie, et on va définir. Alors je vais sauter ou pas d'ailleurs. Ouais, bon, je vais pas le faire. Comme le fichier, un fichier système en lecture seule, donc il veut pas m'autoriser à le modifier. Éventuellement, je peux aller. C'est pas très pratique parce que je vois pas ce que je tape. Bon, c'est pas grave. Donc le raccourci, il est défini, on va dire qu'il est défini en 3 parties. Après, en ajoutant la 4e partie qui sert à l'aide dont j'ai parlé tout à l'heure, mais en 3 parties. Donc la première partie, c'est ça. Donc là, il y a mode key, mais ça va être tous les modifieurs du raccourci, en fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, si on a envie que ce soit CTRL-ALT, on peut avoir des raccourcis, ils sont encore relativement simples. Là, on a du Windows Shift quelque chose, on a Windows Control quelque chose. Donc cette première partie, ça va être les modifieurs. Ensuite, on a la touche du raccourci en bout de chaîne des modifieurs, quoi. Ce raccourci-là, c'est Windows Shift J. On peut aussi, si on va sur un autre raccourci, ici on a Windows et Tab, qui est le raccourci qui dans la conf par défaut permet de naviguer entre les différentes fenêtres ouvertes. J'ai pris celui-là pour montrer qu'on peut aussi avoir Tab, on peut aussi avoir les touches F1, F2, etc. On peut aussi avoir... là on ne le voit pas dans cette conf par défaut, mais que j'ai mis dans ma conf à moi, on peut aussi avoir les touches multimédia de certains claviers pour gérer le son, gérer la luminosité, etc. Je ne sais pas si on montrera comment trouver les codes de ces touches, je ne sais pas si on aura le temps, mais... D'accord.
Et donc, dernière partie du raccourci, c'est le code qui va être exécuté quand ce raccourci est appelé. Et ce code, c'est une fonction Lua, comme on pourrait mettre tout et n'importe quoi dedans, quoi. Dans les faits, on est dans Awesome, on est en train de gérer un environnement graphique, donc on utilise quand même globalement les librairies d'Awesome. Alors, si on veut décortiquer un tout petit peu celui-là, ici, on va mettre le focus sur la fenêtre précédente dans l'historique. Il garde un historique des fenêtres qui ont été actives et donc il revient à la fenêtre qui était active précédemment. Et donc en fait, ensuite cette fenêtre cliente qui a le focus, il va la raise, la lever, la mettre en avant-plan si elle n'y était pas. Et donc voilà, c'est tout ce que fait ce raccourci. Alors après, on est sur un raccourci qui utilise une fonction qui permet de faire des trucs. Il y a d'autres raccourcis qui vont appeler directement une fonction prédéfinie. Le raccourci dont j'ai parlé précédemment, par exemple, qui va appeler une fonction. Alors là, je pense que j'ai dû modifier ma conf par rapport à la conf par défaut, parce que là c'est Windows S pour montrer la fenêtre d'aide que j'ai montré tout à l'heure. Et cette fenêtre d'aide, c'est hotkey_popup.show.help, qui doit sans doute être une série de fonctions prédéfinies dans Awesome pour montrer cette fenêtre, quoi. On peut décortiquer encore un raccourci un ou deux raccourcis que moi j'utilise beaucoup pour au jour le jour travailler, quoi. C'est-à-dire que typiquement ce raccourci-là qui est Windows avec la touche entrée, il va ouvrir un nouveau terminal avec la variable terminal qu'on a définie tout au début dans la conf. Donc voilà, au full span, c'est spawn. C'est une fonction qui permet d'appeler un programme externe. Donc là, il appelle le terminal, et donc le fait d'appeler le terminal, c'est un terminal graphique qui va créer une fenêtre qui va se retrouver gérée dans le flux des fenêtres, quoi. Un autre raccourci qui est très très utilisé quand on modifie sa conf Awesome, c'est celui-là. Modkey CTRL-R. Alors moi, tel que je l'ai en tête, c'est CTRL Windows R. Enfin, là, il est défini Windows CTRL-R, qui va dire à Awesome de recharger sa configuration, en fait. On a fait une modification dans la configuration et il ne la voit pas en temps réel, et il ne la fait pas en temps réel parce que ce serait catastrophique. Éventuellement catastrophique. Donc on a un raccourci qui permet de recharger la conf et d'appliquer la nouvelle conf qu'on vient de définir. Du coup, donc c'est pas forcément que des interactions graphiques. C'est pas forcément. Non. Non. Okay, ça peut être, comme je dis, on a un langage de programmation derrière, donc on peut vraiment faire, on pourrait, je sais pas quoi, on pourrait faire tout et n'importe quoi, on peut avoir, pour rester dans des trucs qu'on pourrait utiliser, on pourrait effectivement, comme dit Yacine, on pourrait aller chercher la météo en interrogeant une API REST quelque part sur Internet, la remettre en forme, en fonction de cette météo, aller chercher une icône et construire une jolie fenêtre pour afficher la météo. Ou voilà, ou de changer le fond d'écran, de changer l'item en fonction. D'où l'IA. Une IA très très basique qui dirait, par exemple, maintenant il est 8h du soir, donc on va passer sur un thème sombre, et maintenant il est 8h du matin, donc on va mettre un thème clair, ou ce genre de choses, quoi. On est vraiment, pour moi c'est la force de l'UA par rapport à, je pense qu'on peut faire la même chose en i3, mais de façon un peu moins détournée, en le pilotant indirectement par l'extérieur, mais pour moi c'est la force de l'UA, c'est qu'on a un langage de programmation, l'UA derrière,
qui est aussi utilisé pour faire plein d'autres trucs. On peut programmer des jeux en Lua, on peut faire vraiment tout et n'importe quoi, et même en restant dans le périmètre de Somme, on peut faire plein de trucs, quoi. Donc on a ça, et personnellement, je me suis défini j'ai un raccourci pour lancer Emacs, j'ai un raccourci pour lancer Firefox, j'ai le même raccourci pour lancer des terminaux, et c'est les 3 applications que je lance tellement souvent que j'ai des raccourcis dédiés. Et sinon, c'est un peu compliqué à montrer parce que c'est pas forcément très visible. Je sais pas où il est défini, mais dans la barre en haut, on peut avoir, et j'ai par défaut, je crois qu'il y a un widget qui s'appelle un prompt, qui est en fait une micro-ligne de commande, quoi, où on peut taper une commande directement. Alors, pareil, on peut taper n'importe quelle commande, mais en général, j'utilise pour lancer un programme que je lance pas suffisamment souvent pour avoir un raccourci dédié, mais que après, ça vient de la façon dont je fonctionne, où j'ai plus tendance à taper des trucs dans le terminal pour lancer des programmes, mais donc le fait de le faire dans un terminal, là c'est un petit terminal qui est dédié en haut, qui sert juste à taper une commande, et une fois que la commande elle est tapée, le terminal se ferme et tout ça, quoi. Mais d'ailleurs le raccourci est juste là. C'est Windows R, je crois que j'ai gardé la même chose, et voilà. Après on peut avoir aussi, il y a même un truc que j'utilise jamais, mais qui peut être rigolo éventuellement, on peut avoir une autre ligne de commande qui va permettre. Alors Windows R est l'équivalent d'un shell, d'un terminal. Windows X tel qu'il est là, c'est une autre ligne de commande où on va pouvoir taper du Lua directement. Il y a d'ailleurs un truc dont j'ai pas parlé avant, il y a un programme qui s'appelle Awesome Client, qui va ouvrir, alors dans les langages de programmation on appelle ça je sais pas si ça se dit en mots comme ça, une REPL, R-E-P-L, qui est l'acronyme de Run, Execute, et je sais plus ce que veulent dire les autres, mais qui est en gros, on a ça principalement dans les langages qu'on dit de script, j'aime pas trop ce terme, mais bon. On a ça en Ruby, en Python, où en gros il va ouvrir une ligne de commande dans le langage, quoi. Disons, avec IRB, on va ouvrir une ligne de commande Ruby, avec je sais pas quoi, on va ouvrir une ligne de commande Python. Et avec, si on tape Lua, on veut ouvrir une ligne de commande Lua, mais avec Awesome Client, on va ouvrir une ligne de commande Lua chargée dans le contexte d'Awesome, qui permet de tester des trucs. J'avoue que c'est un truc que j'utilise jamais. J'écris la conf directement et puis je l'exécute, quoi. Mais bon, on a ça si on veut. On a donc là on était sur les raccourcis clavier globaux. Ici on a d'autres raccourcis clavier qui là vont être exécutés dans le contexte d'un client particulier. Donc qui vont concerner la fenêtre qui est active à ce moment-là. Qui va permettre, par exemple, qui va permettre de mettre cette fenêtre en plein écran si elle ne l'est pas, et inversement, qui va permettre de la rendre flottante ou pas au besoin, qui va permettre... là, il y a un autre truc dont j'ai pas parlé, que j'utilise jamais, qui est dans certains layouts, on a la notion de... C'est plus très politiquement correct de dire ça, mais on a la notion de maître et d'esclave en fait. On a un client qui va être le maître et puis les autres clients qui vont être des esclaves. Ça peut se voir dans certains layouts où par exemple le client maître va occuper la moitié de l'écran et les autres clients esclaves vont se partager l'autre moitié de l'écran, quoi. Ce qui va permettre d'avoir le maître qui a toujours au moins la moitié de l'écran, et les autres, c'est les esclaves, entre guillemets, ils sont pas très importants. Et je pense qu'ils devraient renommer ça primaire et secondaire, ce serait à la fois plus clair, un peu plus correct. Mais bon, en gros, on s'en fout un peu s'ils sont tout petits, parce qu'il y en a plein, parce qu'ils sont moins importants, quoi.
Donc là, dans la conf par défaut, on a des raccourcis qui permettent de déclarer que ce client il devient maître s'il ne l'était pas, etc. On a et puis après, on peut envoyer des fenêtres vers à la fois vers un autre tag si on a envie. Voire Awesome gère très bien le multi-écran. Donc ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai ouvert mon Emacs sur mon écran ici qui est devant moi que vous ne voyez pas, et ensuite alors moi je l'ai fait à la main parce que je n'ai pas l'habitude d'utiliser des raccourcis pour ça, mais on peut définir un raccourci pour ça pour envoyer la fenêtre sur un autre écran, quoi. Je pourrais avoir 5 écrans et puis décider d'envoyer celle fenêtre en haut, l'autre sur l'autre à gauche, etc., quoi. Après, ce genre de choses, je le fais plus à la souris, c'est plus... je sais pas, j'ai plus l'habitude, quoi. Et puis bon, après, voilà, on a des raccourcis spécifiques au client définis, quoi. Là, on a des raccourcis, alors là, on avait les raccourcis globaux, les raccourcis du client, là, on a les... Je sais pas comment le dire. Pour moi, c'est à peu près conceptuellement la même chose que les raccourcis globaux. Mais ils sont définis à ce niveau-là, ça va être les raccourcis pour gérer les tags, en fait. Pour passer d'un tag à l'autre. Alors moi, je l'ai modifié par rapport à la conf qui est là, mais là, dans la conf, par défaut, on fait Windows 1, 2, 3 pour passer sur les tags numéro 1, 2, 3. Les desktops Ouais. Pareil, on peut avoir le même type de raccourci pour passer d'un écran à l'autre, les écrans actifs. Ça, j'ai plus l'habitude de le faire à la souris, mais bon, c'est là, quoi. On reste... Ouais. Par rapport à ce qu'il y a à gauche, ouais, ça va être... là, on a les règles, en fait. Ça se joue au niveau des applications. Si j'ouvre un Firefox, je crois qu'il y a une règle pour Firefox, je sais plus, enfin, dans ma conf, il y en a une. En gros, si j'ouvre un Firefox, automatiquement, il va aller, chez moi, il va aller sur le troisième tag, parce que je veux que mes Firefox, ils aillent toujours là, je veux que mes terminaux, ils aillent toujours sur le premier tag, que mon Emacs, il aille toujours sur le deuxième, et éventuellement d'autres règles pour... ça peut être pour ça peut être pour dire que la fenêtre qui est la fenêtre de gestionnaire de fichiers, il va être toujours flottant, parce que c'est toujours une fenêtre qui est juste là le temps que j'en ai besoin, puis après elle disparaît. Ça peut être typiquement les fenêtres qui affichent un message d'erreur, les pop-up dans un navigateur, ce genre de choses, qui du coup vont être flottantes, vont être petites, on peut les fermer, on peut les déplacer à la souris, etc. Donc ça, c'est défini dans les règles ici. Je ne vais pas détailler toutes les règles. Il y a un outil qui s'appelle Xprop, que je vais peut-être pas montrer, mais qui permet d'avoir toutes les caractéristiques d'un client X. On lance Xprop, ensuite on clique sur la fenêtre dont on veut avoir les caractéristiques, et il affiche dans le terminal où on l'a lancé Xprop vraiment l'intégralité des caractéristiques. Donc c'est... Typiquement dans X, il peut y avoir, chaque fenêtre a une instance, une classe, un nom, elle peut avoir un rôle, etc. Et on peut baser les règles sur ces caractéristiques. Ça peut être un petit peu long et un petit peu, je sais pas comment dire, essai-erreur pour arriver à trouver la bonne règle qui permet de faire ce qu'on veut exactement avec le bon nom et tout ça, mais on peut faire plein de choses avec ça, quoi. Là, on arrive sur les... Je sais pas si on va détailler tout ça. Les différents signaux, en fait. Mais là, pareil, c'est pas forcément un truc... T'as un signal quand une fenêtre va être créée, par exemple. Okay. On pourrait penser que c'est lié aux règles qui sont au-dessus, d'ailleurs. C'est même pas... Non, elles sont pas définies dans des... Mais bon, ça permet de dire un truc que j'ai mis dans ma conf récemment que j'ai trouvé sur internet. C'est par exemple,
mes fenêtres, par défaut, elles ont pas il n'y a pas de barre de titre de la fenêtre. Mais j'ai rajouté dans un signal, je ne sais plus lequel exactement, dans un signal quelque part, j'ai rajouté que si la fenêtre est flottante, on va lui mettre une barre en haut, une barre qui est définie un petit peu comme la WeBarre qu'on a vue tout à l'heure. On peut mettre les widgets qu'on a envie dedans, etc. Et si elle n'est pas flottante, du coup j'enlève la barre. En fait, le signal, c'est plus une... Le signal, c'est c'est un événement qui Ouais, se voilà, passe c'est quelque ça. part dans le système. Alors que quand tu lances ta fenêtre Firefox, là, c'est une action que toi, tu réalises. Je lance C'est ma pas un fenêtre résultat. Firefox, c'est une action Ouais. qui elle-même va déclencher au moins voire signaux. plusieurs signaux Ouais. qui vont être gérés dans la conf, là-dedans, quoi. Donc, par exemple, l'exemple de tout à l'heure où il va aller chercher le temps dans une API machin et il va afficher un... Ça, ce sera un signal du coup. Parce que Non, ce serait pas un signal. Non, plutôt une Pour action. moi, un signal, c'est Plutôt une règle. on le voit beaucoup sur les. Alors là, on est sur la toute fin de la conf, mais c'est les signaux qui sont liés au. Celui-là, il est intéressant. C'est le signal qui est lié à la souris arrive au-dessus de la fenêtre. Ok. Qu'est-ce que je fais? Ouais, ok, d'accord. Et un truc que je fais dans ma conf à moi, dont on voit l'action ici, c'est que là, ma souris, elle est au-dessus de la fenêtre d'Emacs, dont Emacs, il est totalement opaque. Mais par contre, si je... Alors, je sais pas pourquoi ça marche plus, mais bon. Normalement, on l'a vu tout à l'heure, je sais pas si vous vous en souvenez, mais ça s'est vu tout à l'heure, c'est que voilà, si la fenêtre a plus le focus, dans ma conf à moi, je diminue un peu l'opacité pour que la fenêtre soit 5% transparente, ce qui permet chez moi sur mon premier tag où j'ai tous mes terminaux, de savoir quel est le terminal dans lequel je suis en train de taper mes trucs, quoi. Pour mes terminaux, j'ai ça. Et pour mes terminaux, j'ai en plus rajouté le fait que le terminal actif, il a une bordure jaune pour bien voir dans quel terminal je suis en train de taper reboot. Est-ce que c'est sur le serveur de la prod de la classe.com ou est-ce que c'est sur ma machine? Donc, ce qui permet... voilà, ma conf permet de faire ça, quoi. On a passé très très rapidement sur les différentes choses. Donc là, on a déroulé le fichier de conf par défaut d'Awesome et on va pas le faire du coup, mais si... voilà, ça permet de savoir quand je fais un truc dans Awesome ou quand il se passe quelque chose dans Awesome, à quel endroit c'est géré dans le fichier de conf par défaut, si on est sur la conf par défaut ou dans notre conf à nous perso, si on en a une, et du coup, si ça nous plaît pas, où aller le modifier, quoi. Si les raccourcis, on trouve qu'ils sont tout pourris, et on peut aller... Là, moi, pour naviguer entre les différents tags, j'ai mis Alt F1, F2, etc. pour passer entre les différents tags. Et est-ce que toi, tu as rajouté des choses en plus de la conf par défaut, en plus de tous les éléments que tu as... Alors moi, ma conf à moi se base sur la conf par défaut que j'ai modifiée. Alors, évidemment, j'ai changé les raccourcis, j'ai changé 2-3 trucs. Un truc que j'ai pas vu passer, mais je l'ai peut-être loupé en défilant le fichier de conf, c'est la définition des tags, en fait. Okay. Là, par défaut, il s'appelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si vous regardez mes tags à moi en haut, aujourd'hui, il y en a 7. Et en fait, leur nom, c'est du texte. Et c'est pour ça que j'ai installé Font Awesome tout au début de la présentation. C'est que mes tags à moi, pour avoir des jolies icônes, ils ont des noms qui sont définis dans la forme de Font Awesome. Qui trouve tout seul par magie, parce que c'est la magie des choses. Nulle part j'ai défini quelque part qui utilise, voilà. C'est gestion des polices de caractère de X qui trouve que en fait ce caractère il est défini que dans la police de Font Awesome, donc il va prendre ça. Et donc il y a ça.
J'ai plus ça maintenant, mais à un moment, dans la conf que j'ai au bureau, j'avais des tags différents en fonction des écrans sur lesquels je suis, quoi. Sur mon écran de portable, je sais plus quoi, j'avais 2 tags parce que mon écran de portable au bureau, il est posé à côté, il sert à lire les mails et avoir la console de Firefox. Et donc j'avais 2 tags sur l'écran du portable pour ça, et j'avais à peu près les tags que j'ai aujourd'hui sur l'écran principal. Je suis un peu revenu de ça parce que ça faisait, je sais pas, ça faisait de la charge de savoir qu'est-ce qui était. Enfin, de toute façon, dans mes règles à moi que j'ai définies, j'envoie par exemple Thunderbird sur tel écran dans tel tag. Si j'ai bien 2 écrans, quoi. Et pareil, la fenêtre de la console de Firefox, etc., quoi. Donc j'ai pas ressenti le besoin d'avoir des tags spécifiques à droite à gauche. Et puis en plus, ça explosait quand il n'y avait qu'un seul écran d'un coup. C'était plus simple de virer ça plutôt que de corriger le code pour prendre en compte ça. Et puis comme j'ai dit tout à l'heure, juste pour finir les trucs spécifiques de ma conf qu'on n'a pas ici, je lance un script au démarrage de Somme que je lance qu'une fois avec un mécanisme que j'ai trouvé sur internet. Et je lance un script shell et il le lance qu'une fois. Si je recharge la conf de Somme, il ne va pas le relancer une deuxième fois. Et alors dans la conf proprement dite, j'ai le petit bout de code dont j'ai parlé tout à l'heure qui permet de changer le fond d'écran tous les quarts d'heure pour changer. Et puis après, j'en parlerai pas du coup, mais dans Awesome, on peut définir tous les widgets qui sont dans la barre en haut à droite de l'écran là. C'est tous des widgets que ceux-là, je les ai codés moi-même parce que à l'époque, tout au début, il y avait soit on les faisait soi-même, soit on n'en avait pas, ou soit on gardait ceux par défaut, quoi. Et puis c'est assez facile de les coder soi-même en fin de compte, quoi. Et donc ils font partie de ma conf et ils sont committés avec le code qui est à côté de la présentation, quoi. Un truc qu'on peut dire rapidement, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait des modules qu'on peut rajouter à Awesome par ailleurs. On a des bibliothèques de widgets toutes faites qu'on peut copier dans sa conf et qu'on peut utiliser tel quel. On a des trucs que j'avais pas vus avant mais que j'ai découvert en me replongeant dans ce qui se passe dans le monde d'Awesome récemment. On a des gens qui ont fait des systèmes pour gérer des tags différemment de la façon dont ils sont gérés par défaut dans Awesome. Et j'ai vu quelqu'un qui a fait une librairie pour gérer les tags comme dans Xmonad, qui est encore un troisième tiling manager, un petit peu l'équivalent d'I3 et de Awesome, mais différent, qui gère les tags différemment, visiblement. Et puis voilà, on peut aller piocher des librairies à droite à gauche, etc. Avec un bémol que j'émettrais, c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup ces librairies, c'est que avec l'évolution d'Awesome et les nouvelles versions qui sortent, il peut y avoir des évolutions dans l'API du framework, dans toutes les API qui sont utilisées dans la conf, quoi. Alors, en général, ils essayent de faire attention, se documenter, etc. Mais des fois, juste, il y a un truc qui change et la librairie de widgets tierce qu'on a utilisée ou autre chose, elle n'était pas encore mise à jour par rapport à ça. Et des fois, on a des trucs qui explosent. Et donc j'ai plutôt tendance à rester sur mon code à moi que je maîtrise moi, comme ça. Si un truc explose, au moins je peux aller le modifier directement sans me dire que je vais forquer. Il y a une librairie qui s'appelle Vicious, il y en a une autre qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle exactement. Enfin, elles ont toutes des noms assez imagés dans les adjectifs, soit positifs, soit négatifs. Et voilà.
Alors là, on est sur les trucs. Là, voilà. Je voulais parler des widgets, de comment écrire un widget. On peut écrire un widget simple, on peut l'écrire de façon très très simple. Enfin, en gros, on peut écrire un widget en une ligne qui va afficher le résultat d'une commande shell qu'on a exécutée quelque part, ou d'une commande. Et donc voilà. Et donc là, on arrive, et on va remettre ça en plein écran. On arrive sur les... Voilà. On arrive sur les différentes ressources, soit que j'utilise au quotidien, soit les nouvelles ressources que j'ai trouvées en préparant cette présentation. Donc on a là le site de l'UA dont je parlais tout à l'heure, parce que c'est quand même un langage de programmation proprement dit, avec sa syntaxe, ses sémantiques et tout ça. Le site de Somme, alors là j'ai mis un lien vers Recipes, qui est une page qui donne des liens vers différentes librairies dont j'ai parlé tout à l'heure. Awesome Copycat et l'issue 1395 d'Awesome sur GitHub sont deux pages où il y a des thèmes avec des copies d'écran qui sont référencées avec en général la conf correspondante. Et à WMTT, j'en ai parlé tout à l'heure plus en détail. Là, on a la doc de Arch Linux sur Awesome, alors, qui est un peu spécifique à Arch Linux, mais qui est quand même assez générique, qui rentre bien dans le détail de comment ça marche Awesome, qu'est-ce qu'on peut utiliser, comment ça se configure, qu'est-ce qu'on peut faire avec et tout ça. Donc, même si on est sur Ubuntu ou autre chose, on va prendre plein de choses en lisant ça, quoi. Et ça, alors ça sur mon package Slackware que je compile moi-même, c'est là qui a installé la doc. Sur votre package Ubuntu ou autre, soit il faut aller chercher la doc au même endroit ou ailleurs, ou aller chercher le sous-package qui inclut la doc, etc. Et très très rapidement, donc, comme je disais tout à l'heure, je ne sais plus si c'était un moment où on enregistrait ou pas, mais il y a des gens qui se sont amusés, il y a des surlangages par-dessus l'UA, un peu comme TypeScript ou CoffeeScript avec JavaScript. Donc là, on a un langage qui s'appelle Fennel, qui est un Lisp. Et là, j'ai mis le lien vers une configuration Awesome qui est faite avec Fennel, que je trouve assez jolie, assez sympathique et qui donne envie d'aller jouer avec. Là, on a un autre langage qui s'appelle Moonscript. Pareil, j'ai mis un lien vers une conf qui est faite en Moonscript. C'est un truc qui m'intéresse un peu moins, mais qui peut être rigolo à regarder, quoi. Et puis, c'est là que j'ai mis le lien vers cette présentation. Et j'ai mis le lien vers Waycooler, qui est pas un remplaçant d'Awesome, parce que, alors je vais pas regarder en détail parce que je pense qu'on ne peut pas utiliser la même conf, mais qui est la même philosophie et le même type d'outils dans le monde de Wayland. Wayland, pour le faire très vite, c'est un futur peut-être un jour remplaçant de Xorg, peut-être un jour. Et donc voilà, si vous êtes sur Wayland et que Awesome, le concept d'Awesome est intéressant, vous pouvez regarder Waycooler, qui est un petit peu la même chose, aussi en Lua, mais dans le monde de Wayland. Et tout à l'heure, j'ai trouvé un bug de mon config, mais c'est pas intéressant. Je l'ai corrigé dans la config, c'était un bug dans le code de gestion des erreurs tout au début, mais je l'ai corrigé depuis. Et donc voilà, c'est terminé.